cosmonaut. No, he's amateur adventurer Nick Piantanida. Les records du monde ont toujours exercé une fascination particulière sur l'humanité. Être le plus rapide, le plus fort, le plus audacieux, ces titres promettent non seulement la gloire, mais aussi une forme d'immortalité. Inscrire son nom dans le livre Guinness, être reconnu comme celui qui a repoussé les limites humaines, c'est le rêve de milliers de personnes à travers les générations. Mais derrière cette quête de grandeur se cache une vérité brutale. Certains records coûtent le prix le plus élevé qui soit la vie elle-même. Car à mesure que les défis deviennent plus extrêmes, la frontière entre triomphe et tragédie s'amincit. La gravité, la vitesse, le manque d'oxygène ou les simples lois de la physique ne pardonnent jamais. Pourtant, l'orgueil, l'obsession ou la soif de gloire poussent encore et toujours des hommes et des femmes à tenter l'impossible, souvent devant les caméras et sous le regard d'un public fasciné. Et parfois, en l'espace de quelques secondes, ce qui devait être un exploit héroïque se transforme en cauchemar. Les histoires que nous allons raconter ne sont pas des légendes urbaines, mais des faits bien réels. Elles parlent d'inventeurs convaincus de leur création, de passionnés obsédés par la vitesse, de rêveurs décidés à devenir immortels, et même d'une enfant emportée par une ambition qui n'était pas la sienne. 6 destins différents, réunis par une même fin, mourir en poursuivant un record. Le cas de Franz Reichelt, par exemple, reste gravé dans l'histoire. Cet inventeur autrichien croyait pouvoir révolutionner l'aviation grâce à un costume parachute. En 1912, il s'est jeté du premier étage de la tour Eiffel pour s'écraser devant des centaines de témoins. Plus d'un demi-siècle plus tard, Nick Piantanida, un aventurier américain, rêvait de battre le record du saut en parachute depuis la stratosphère. Mais son équipement le trahit et il mourut sans jamais reprendre connaissance. La quête de vitesse a, elle aussi, fauché ses victimes. L'Iranien Javad Palisbanian perdit la vie en tentant de dépasser les 300 km/h sur une Kawasaki dans les années 1970, tandis que l'Américain Bill Warner, surnommé le roi de la vitesse, y trouva la mort en 2013 après avoir atteint près de 480 km/h sur sa moto. D'autres, comme Janaka Basnayake au Sri Lanka, poussèrent l'absurde à l'extrême. Il voulut établir un record du monde en se faisant enterrer vivant et n'en est jamais ressorti. Enfin, l'histoire de Jessica Dubroff, une petite américaine de 7 ans, voulant devenir la plus jeune pilote à traverser les États-Unis, illustre cruellement les dangers de l'obsession médiatique. Son avion s'est écrasé moins de 2 minutes après le décollage. Ces 6 récits, aussi fascinants qu'effrayants, mettent en lumière la fine ligne qui sépare le courage de la folie. Ils nous rappellent que, si les records inspirent et émerveillent, ils peuvent aussi conduire au pire. Chaque tentative a été portée par un rêve, mais chacune s'est achevée dans la douleur et le deuil. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur ces 6 morts terribles liées au record du monde. Nous verrons ce qui a poussé ces personnes à risquer l'impossible, comment leurs rêves se sont brisés, et quelles leçons nous pouvons tirer de leur destin tragique. Paris, un froid matin du 4 février 1912. Sur l'esplanade du Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, une foule de curieux se presse malgré la température glaciale. Tous attendent le moment où un homme promet de défier les lois de la gravité et d'entrer dans l'histoire. Son nom, Franz Reichelt, 33 ans, tailleur d'origine autrichienne, installé à Paris. Reichelt n'était ni pilote, ni scientifique, encore moins aventurier. C'était un artisan passionné, obsédé par une idée unique, créer un vêtement parachute capable de sauver les aviateurs en cas d'accident. À l'aube de l'aviation, au début du XXe siècle, les avions étaient encore rudimentaires et les chutes mortelles fréquentes. Reichelt voyait dans ce danger une opportunité, concevoir un costume qui, en s'ouvrant, ralentirait la chute et sauverait des vies. Son invention, faite de toile, de soie et de caoutchouc, ressemblait plus à une tente qu'à un vêtement. Il avait déjà effectué des essais avec des mannequins lancés de bâtiments, mais sans succès. Les silhouettes s'écrasaient lourdement. Pourtant, convaincu de son génie, il obtint des autorités l'autorisation d'un test public depuis le premier étage de la tour Eiffel, à 57 mètres de hauteur. Les officiels s'attendaient à voir un mannequin être jeté dans le vide. Mais ce matin-là, Reichelt surprit tout le monde. Il annonça qu'il sauterait lui-même. Malgré les supplications de ses amis, il resta inflexible.
J'ai confiance en mon invention, déclara Teil au journaliste. Il voulait non seulement démontrer son costume, mais aussi s'assurer une gloire éternelle. Devant une foule silencieuse et plusieurs caméras, un privilège rare à l'époque, il grimpa sur le garde-corps métallique. En bas, les spectateurs retenaient leur souffle. À 8 heures précises, il prit une inspiration, regarda le vide et sauta. Mais au lieu de s'ouvrir majestueusement, le parachute resta collé au corps. La toile ne se déploya pas. Rachel chuta comme une pierre, atteignant une vitesse de plus de 60 km/h avant de s'écraser brutalement sur le sol gelé. Le choc fut fatal, instantané. Les témoins horrifiés hurlèrent, tandis que les caméras capturèrent l'intégralité de la scène. Le lendemain, les journaux firent leurs gros titres. Le tailleur volant s'écrase au pied de la tour Eiffel. Certains parlèrent d'un visionnaire aveuglé par son orgueil, d'autres d'un rêveur prêt à sacrifier sa vie pour une idée. Quoi qu'il en soit, le nom de Franz Röchelt resta gravé à jamais, non comme un héros, mais comme l'exemple tragique de la frontière mince entre innovation et folie. Ironie du destin, sa mort contribua indirectement à faire avancer la recherche sur les parachutes. Le débat suscité par sa tentative accéléra la mise au point de modèles plus sûrs, qui sauveront par la suite des milliers de vies. Ainsi, le sacrifice de Röchelt, aussi absurde qu'il puisse paraître, ouvrit la voie à des progrès essentiels. Aujourd'hui encore, les images de son saut circulent, rappelant au monde l'histoire de cet homme persuadé qu'il pouvait voler et qui trouva la mort pour avoir cru trop fort en son rêve. Le 2 février 1966, les yeux du monde entier étaient tournés vers le ciel du Minnesota. Là-haut, un immense ballon à hélium s'élevait lentement vers la stratosphère. Dans sa nacelle minuscule se trouvait un homme avec un rêve insensé. Nick Piantanida, chauffeur routier originaire du New Jersey, déterminé à réaliser le saut en parachute le plus haut de l'histoire. Son objectif, s'élancer depuis plus de 36 km d'altitude, plus haut que quiconque auparavant. Piantanida n'était pas astronaute, mais un aventurier passionné. Dès son plus jeune âge, il avait été fasciné par l'extrême. Escalade, parachutisme, expédition en milieu sauvage. Mais il voulait davantage. Il voulait inscrire son nom dans le livre Guinness, prouver qu'un homme ordinaire pouvait accomplir l'impossible. En 1965, il lança le projet StratoJump avec le soutien de quelques sponsors et techniciens. Son but était clair, battre le record établi en 1960 par Joseph Kittinger, pilote de l'US Air Force, qui avait sauté de près de 31 km. Les préparatifs furent titanesques. Piantanida portait une combinaison pressurisée spécialement conçue, semblable à celles utilisées par la NASA, indispensable pour respirer dans l'atmosphère raréfiée. Le ballon, aussi haut qu'un immeuble de 20 étages, devait le hisser jusqu'aux confins de l'espace. Mais les 2 premières tentatives échouèrent, la première à cause d'une déchirure du ballon, la seconde par un abandon en basse altitude. Piantanida, obstiné, refusa d'abandonner. Le 2 février 1966, il tenta sa 3e ascension, sous l'œil des médias et des passionnés. Le ballon monta sans encombre, atteignant bientôt 27 km d'altitude. Piantanida se préparait à ouvrir la trappe et à sauter quand la catastrophe survint. La pression de sa combinaison chuta brutalement. Une valve défectueuse venait de céder. En quelques secondes, il fut privé d'oxygène. Sa respiration s'arrêta, il perdit connaissance, incapable de communiquer avec l'équipe au sol. La mission fut immédiatement interrompue. Le ballon fut ramené vers la terre et l'équipage de secours récupéra Piantanida, inconscient. Ses poumons avaient été gravement endommagés par le dépressurisation. Il ne reprit jamais conscience. Après plusieurs mois de coma, il mourut le 29 août 1966, à seulement 34 ans. La nouvelle bouleversa l'Amérique. Certains dénoncèrent son imprudence. Comment un simple chauffeur routier pouvait-il s'engager dans un projet aussi périlleux sans l'encadrement militaire? Mais d'autres saluèrent un pionnier, un homme qui osa repousser les limites humaines sans autre moteur que sa passion. Même s'il n'a jamais établi le record, Nick Piantanida laissa un héritage. Son projet inspira les recherches ultérieures sur les combinaisons spatiales et les sauts de haute altitude. Des décennies plus tard, l'Autrichien Felix Baumgartner réalisa enfin ce rêve avec le projet Red Bull Stratos, sautant en 2012 depuis 39 km, un exploit rendu possible en partie grâce aux leçons tirées de l'échec tragique de Piantanida. Son histoire reste le symbole d'une frontière fragile, celle qui sépare la vision du délire,
l'audace, de l'inconscience. Nick Piantanida voulait prouver qu'un homme ordinaire pouvait entrer dans l'histoire, mais son rêve se transforma en tragédie, rappel cruel que la quête de gloire peut coûter la vie. Le 28 avril 1974, sur une route isolée d'Iran, un homme s'installa sur sa moto Kawasaki avec une détermination farouche. Son nom, Javad Palisbanian, passionné de vitesse, décidé à entrer dans le livre Guinness en battant le record du monde de vitesse sur une moto de série. À cette époque, l'Iran vivait une période de modernisation rapide. Les jeunes étaient fascinés par les tendances venues d'Occident, et la vitesse incarnait pour beaucoup la liberté et le progrès. Palisbanian, mécanicien et pilote amateur, rêvait de prouver qu'un homme ordinaire pouvait accomplir l'extraordinaire. Sa Kawasaki 750 H2, l'une des motos les plus rapides du monde dans les années 1970, devait l'emmener au-delà de la barre mythique des 300 km/h. Mais les conditions étaient loin d'être idéales. Pas de circuit fermé, pas de barrière de sécurité, aucun dispositif médical d'urgence. Seulement une longue route goudronnée, une machine monstrueuse et une foule de curieux rassemblés pour assister à ce moment. Palisbanian, sûr de lui, déclara « C'est mon heure de gloire » avant de démarrer le moteur. Le rugissement du 3 cylindres déchira l'air. La moto bondit en avant, le compteur s'affola. 200, 250, 280 km/h, le vent arrachait presque son corps de la selle, la machine vibrait dangereusement, mais Palisbanian accélérait encore. Pendant quelques instants, il sembla qu'il allait réussir l'impossible. Puis le drame survint. À plus de 280 km/h, la Kawasaki se mit à trembler. Les vibrations devinrent incontrôlables, les pneus perdirent leur adhérence. En une fraction de seconde, la moto bascula, projetant Palisbanian en l'air. Il heurta violemment l'asphalte et glissa sur des dizaines de mètres avant de rester inerte. Sa machine, réduite à un amas de métal tordu, finit sa course des centaines de mètres plus loin. Lorsque les spectateurs accoururent, tout espoir disparut immédiatement. Palisbanian était mort sur le coup. Le rêve d'un record mondial s'était transformé en cauchemar, laissant la foule sous le choc. Les journaux iraniens s'emparèrent de l'affaire. Certains firent de lui un martyr de la vitesse, un homme mort en poursuivant son idéal. D'autres dénoncèrent l'irresponsabilité d'une tentative sans aucune mesure de sécurité. Quoi qu'il en soit, sa mort devint un symbole, celui des dangers d'une obsession aveugle pour les records. Aujourd'hui, le nom de Javad Palisbanian est presque oublié. Mais son histoire demeure dans les chroniques sombres des tentatives extrêmes. Il était convaincu qu'il pouvait dompter la vitesse, franchir la barrière des 300 km/h et graver son nom dans l'histoire. À la place, il a laissé un avertissement cruel. La vitesse est grisée par la promesse de gloire, mais elle ne pardonne jamais l'erreur. Le 14 juillet 2013, sur l'ancienne base aérienne de Loring, dans l'état du Maine, l'atmosphère était électrique. Des passionnés de vitesse venus des quatre coins du pays s'étaient rassemblés pour voir un homme déjà considéré comme une légende, Bill Warner, surnommé le roi de la vitesse sur 2 roues. Son objectif ce jour-là, franchir la barre mythique des 300 mph, soit près de 480 km/h, sur une moto. Né en 1969 en Floride, Warner avait gravi les échelons de la passion jusqu'à devenir l'un des hommes les plus rapides du monde à moto. En 2011, il avait déjà marqué l'histoire en atteignant 311 mph, près de 500 km/h, sur la même piste. Mais, comme tant de chasseurs de records, il n'était pas satisfait. Il voulait prouver que cette vitesse n'était pas un coup de chance, mais une maîtrise réelle. Sa machine du jour était une Suzuki lourdement modifiée, comparable à un avion de chasse sur 2 roues. Dotée d'un moteur turbo-compressé de plus de 1000 chevaux, elle représentait l'ultime fusion entre mécanique et folie humaine. Warner s'était préparé avec un soin extrême, entouré d'une équipe d'ingénieurs et de mécaniciens qui avaient peaufiné chaque détail. À 10 heures du matin, Warner prit le départ. Le soleil d'été chauffait l'asphalte de l'ancienne piste militaire. Les spectateurs, caméra prête, retenaient leur souffle. Dès qu'il tourna la poignée des gaz, la moto rugit et bondit vers l'avant. En quelques secondes, il dépassa 400 km/h. Plaqué contre le réservoir, le corps tendu sous la pression du vent, Warner semblait parfaitement en contrôle. Mais après environ 5 km, alors qu'il flirtait avec les 460 km/h, l'imprévisible se produisit. La moto commença à se balancer légèrement, puis de plus en plus violemment. À cette vitesse,
Le moindre déséquilibre est fatal. Warner tenta de corriger la trajectoire, mais en un instant, il perdit le contrôle. La moto se déporta, glissa et le projeta dans les airs. Le choc fut d'une violence inouïe. Le corps de Warner heurta l'asphalte et glissa sur plus de 400 mètres avant de s'immobiliser. Les secours accoururent immédiatement et le transportèrent à l'hôpital. Mais les blessures étaient trop graves. Quelques minutes plus tard, Bill Warner succombait sous les yeux horrifiés de sa famille, de son équipe et de centaines de spectateurs. Sa mort provoqua une onde de choc dans le monde du sport mécanique. Pour certains, il était mort en héros, fidèle à sa passion jusqu'au bout. Pour d'autres, ce drame était la preuve ultime de la folie des records, où la quête de gloire dépasse toute notion de prudence. Pourtant, son héritage demeure. Warner a montré ce que détermination, technologie et courage pouvaient accomplir. Ses exploits continuent d'inspirer des pilotes du monde entier. Mais son dernier run reste un avertissement glaçant. La vitesse ne pardonne jamais. Bill Warner, qui voulait rester maître de son destin, devint malgré lui un nom de plus sur la liste des victimes des records du monde. Son histoire illustre à la fois la grandeur et la cruauté de la quête humaine de l'extrême. Le 3 mars 2012, dans la petite ville de Cantal au Sri Lanka, une foule de voisins, d'amis et de curieux se rassembla pour assister à une tentative de record qui semblait à la fois insensée et morbide. L'homme au centre de l'attention s'appelait Janaka Basnayak, 24 ans, ancien soldat. Son projet, établir le record du monde du plus longtemps passé enterré vivant. Ce n'était pas la première fois que Basnayak s'essayait à ce genre d'exploit. Inspiré par des récits d'Inde et d'Afrique du Sud, où certains fakirs ou artistes d'endurance avaient tenté de tels défis, il avait déjà passé 2h30 sous terre lors d'une première tentative, puis 6 heures lors d'une deuxième. Ses succès lui avaient donné confiance pour viser encore plus haut. Il voulait un record officiel, une reconnaissance qui le propulserait dans l'histoire. Les préparatifs étaient rudimentaires. Ses proches creusèrent une fosse de près de 3 mètres de profondeur. À l'intérieur, on plaça un cercueil en bois basique, sans système d'aération sophistiqué. Basnayak entra dans la caisse avec une simple bouteille d'eau et une couverture légère. Ses assistants recouvrirent ensuite le cercueil de terre et de sable, transformant le trou en une tombe véritable. Sa famille l'avait supplié d'abandonner, craignant le pire. Mais Janaka, déterminé, répondit qu'il voulait montrer ce qu'un homme est capable de supporter. Il voyait dans ce défi une chance d'inscrire son nom dans le livre Guinness. Les heures s'écoulèrent lentement. 3 heures, puis 4, puis 5. La foule en surface commençait à s'inquiéter. Finalement, après près de 7 heures, ses assistants décidèrent de le remonter. Ils déterrèrent le cercueil et l'ouvrirent devant les spectateurs. Le silence qui suivit fut glacial. Basnayak ne bougeait pas. Il ne respirait plus. Malgré les tentatives désespérées de réanimation, il était trop tard. Le jeune homme était mort, probablement d'asphyxie ou d'un arrêt cardiaque provoqué par l'enfermement prolongé. La nouvelle fit le tour du pays en quelques heures. Les journaux titrèrent « Un homme meurt en tentant d'établir un record d'enterrement vivant ». L'opinion publique fut partagée entre horreur et incrédulité. Certains y virent une quête de gloire tournée au désastre, d'autres une preuve de la folie qui pousse des hommes à risquer leur vie pour quelques instants de célébrité. Le livre Guinness des records réagit immédiatement. Ses représentants rappelèrent qu'ils ne reconnaissaient pas ce type de tentative, jugée inutilement dangereuse pour la vie humaine. Mais cette déclaration ne servit guère de consolation à la famille, qui venait de perdre un fils et un frère dans une expérience absurde. Aujourd'hui, le nom de Janaka Basnayak est peu connu en dehors du Sri Lanka. Son exploit n'a jamais été reconnu officiellement et son sacrifice n'a mené à rien d'autre qu'à une tragédie. Mais son histoire reste un avertissement. Lorsque la recherche de gloire dépasse la raison, elle peut conduire directement à la mort. Le 10 avril 1986, sur l'aéroport de Cheyenne dans le Wyoming, un petit avion Cessna 177B Cardinal se préparait au décollage. À bord, 3 personnes, le pilote-instructeur Joe Ride, le père Lloyd Dubroff et une fillette de 7 ans qui captivait déjà l'Amérique entière, Jessica Dubroff. Son rêve, ou plutôt le projet monté autour d'elle, était de devenir la plus jeune pilote à traverser les États-Unis d'un océan à l'autre. Jessica, originaire de Californie, était une enfant vive, curieuse et passionnée par le ciel. À seulement 6 ans, elle avait commencé à prendre des leçons de pilotage. Son instructeur, impressionné par son enthousiasme,
l'encouragea dans ses progrès. Mais bientôt, l'idée d'un record fit surface. Officiellement, la loi interdisait à un mineur de moins de 16 ans de posséder une licence de pilote. Cependant, rien n'empêchait un enfant de tenir les commandes sous la supervision d'un instructeur certifié. Les médias flairèrent rapidement l'histoire. La petite pilote devint une célébrité nationale. Télévision, journaux, sponsors, tout le monde voulait suivre ce périple baptisé Coast to Coast. La famille Dubroff accepta, voyant dans ce projet une opportunité unique. Pour Jessica, ce n'était qu'une aventure excitante, mais pour les adultes qui l'entouraient, c'était aussi une vitrine médiatique. Le matin du 10 avril, les conditions météorologiques à Cheyenne étaient exécrables. Forte pluie, vent violent et nuages bas. De nombreux pilotes confirmés auraient reporté le vol. Mais la pression du calendrier, les attentes des journalistes et l'envie de continuer poussèrent Reid à tenter le décollage malgré tout. À 8h24, l'avion s'élança sur la piste. Jessica était assise à gauche, aux commandes, Reid à côté d'elle et son père à l'arrière. L'appareil quitta le sol, mais aussitôt fut secoué par le vent. La visibilité était presque nulle. Reid tenta de redresser, mais en moins de 2 minutes, l'avion perdit de l'altitude et s'écrasa dans un quartier résidentiel. L'impact fut fatal. Les 3 occupants moururent sur le coup. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. L'Amérique entière, qui suivait avec admiration cette petite héroïne du ciel, bascula dans la stupeur et la colère. Comment avait-on pu laisser un enfant affronter une telle entreprise? Qui portait la responsabilité? La famille, l'instructeur, les médias. L'administration fédérale de l'aviation, FAA, réagit rapidement. Quelques mois plus tard, une loi fut adoptée, surnommée la Jessica's Law, interdisant l'utilisation des enfants dans des tentatives de records aéronautiques. L'objectif était clair, éviter que d'autres mineurs soient entraînés dans des défis mortels pour satisfaire la soif de gloire ou de publicité des adultes. Aujourd'hui, Jessica Dubroff reste un symbole tragique. Trop jeune pour comprendre les risques, trop entourée pour dire non, elle incarne les dangers d'une ambition déplacée. Son dernier vol est devenu une leçon. Lorsque le désir de battre un record se mêle à la pression médiatique, l'innocence peut se transformer en drame. 6 destins, 6 rêves, 6 quêtes de grandeur, et pourtant, tous se sont achevés de la même manière, dans la mort. Franz Reichelt, l'inventeur persuadé que son costume parachute pouvait défier la gravité, s'écrasa au pied de la tour Eiffel. Nick Piantanida, l'aventurier du New Jersey, perdit connaissance dans la stratosphère sans jamais réaliser son saut. Javad Palisbanian et Bill Warner, fascinés par la vitesse, trouvèrent la mort en tentant de dompter leur machine lancée à plus de 400 km/h. Janaka Basnayak, au Sri Lanka, voulut entrer dans l'histoire en s'enterrant vivant, il ne revint jamais à la surface. Enfin, Jessica Dubroff, enfant de 7 ans propulsée malgré elle dans une aventure trop grande, perdit la vie après à peine 2 minutes de vol. Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à risquer l'ultime sacrifice pour quelques lignes dans un livre de records? C'est ce besoin universel de repousser les limites, de montrer que l'humain peut dépasser l'impossible. Une soif d'immortalité par la gloire, une obsession de marquer son époque, mais la nature, elle, ne négocie pas. La gravité, la vitesse, le manque d'oxygène ou les simples lois de la physique ne laissent aucune place à l'erreur. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes spectaculaires, elles sont des avertissements, des rappels que la frontière entre courage et folie est extraordinairement mince. Reichel voulait sauver des vies, il a perdu la sienne. Piantanida rêvait de flotter comme un astronaute, il a sombré dans un coma irréversible. Palisbanian et Warner ont prouvé que la vitesse pouvait électriser, mais aussi détruire. Basnayake a sacrifié son souffle pour une gloire inexistante. Jessica, trop jeune pour comprendre, est devenue victime des ambitions des adultes. Pourtant, de ces tragédies sont nés des enseignements. La chute de Reichelt a contribué à améliorer le développement des parachutes modernes. L'échec de Piantanida a servi aux ingénieurs travaillant sur les combinaisons spatiales. La mort de Warner a relancé le débat sur la sécurité dans les courses de vitesse. Et le drame de Jessica a conduit à une nouvelle loi protégeant les mineurs contre les records aériens. Dans chaque catastrophe, un progrès, aussi amer soit-il, a vu le jour. Mais la question demeure, cela valait-il la peine? Est-ce que quelques secondes de gloire justifient la perte d'une vie? Probablement pas.
Et pourtant, la fascination pour les records ne disparaîtra jamais. Tant qu'il existera une limite, il y aura toujours quelqu'un pour vouloir la franchir, quitte à y laisser sa peau. C'est peu, être là toute l'ambivalence de l'humanité. Nous admirons ceux qui osent défier l'impossible, mais nous frémissons devant le prix qu'ils paient. La gloire et la tragédie se tiennent la main, séparées seulement par un fil invisible. Au final, ce que nous retenons de ces 6 histoires dépasse les chiffres et les gros titres. Nous retenons une leçon universelle. La gloire est éphémère, mais la vie est irremplaçable. Parfois, le vrai record n'est pas d'aller plus haut, plus vite ou plus loin, mais de savoir s'arrêter à temps.